Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition et chaque lundi à 13h30 pour le supplément de Smart Bourse. Pendant une demi-heure, nous balayerons quelques-uns des grands enjeux de cette année 2024 qui débute à travers l'analyse de marché et la stratégie d'investissement que l'on peut avoir en tête pour les prochains mois et les prochains trimestres. Ce sont les équipes d'Edmond de Rothschild Asset Management qui nous accompagneront pendant cette demi-heure. Michael Nizar sera à nos côtés, le responsable de la gestion multi-asset et overlay d'Edram, pour commenter ce début d'année sur les marchés au regard de ce qu'on a vécu en fin d'année 2023, à savoir un rallye généralisé assez monstrueux sur novembre et sur décembre qui s'est calmé depuis les premières séances de cette année 2024. Analyse à suivre donc dans un instant. Nous retrouverons également chaque lundi à 13h30 dans cette demi-heure d'émission le quart d'heure américain de Smart Bourse. Vous en avez l'habitude, c'est notre rendez-vous du lundi avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas. Vous pourrez le retrouver également à 17h45 le lundi, mais il sera avec nous également en direct à 13h45 chaque lundi. Nous reviendrons sur l'actualité économique du moment qui sera tournée de plus en plus vers les entreprises avec la période de publication de résultats annuels qui va débuter en fin de semaine pour les grandes banques américaines. Et puis l'autre grand morceau qui nous accompagnera jusqu'en novembre prochain, ce sont les élections américaines, l'actualité politique avec le démarrage des primaires républicaines prévues la semaine prochaine dans l'Iowa. Pierre-Yves Dugas à suivre donc sur ces sujets d'ici une grosse dizaine de minutes au démarrage d'une semaine qui sera, outre ces sujets, marquée par un chiffre clé d'inflation pour les États-Unis pour le mois de décembre qui sera publié en fin de semaine, jeudi précisément. Et puis nous aurons également, je le disais, la partie microéconomique qui reviendra sur le devant de la scène avec les résultats attendus vendredi de JP Morgan, de Citigroup, de Wells Fargo, de Bank of America ou encore de BlackRock. Mais d'abord, l'analyse de marché en ce début d'année 2024. Et c'est Michael Nizar qui est à mes côtés en plateau, je le disais, pendant cette demi-heure, responsable de la gestion multi-asset et overlay d'Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue, Michael. Bonjour Grégoire et bonne année. Merci beaucoup d'être là. Tous mes meilleurs vœux également pour cette année qui démarre, Michael. Comment est-ce que vous regardez justement le démarrage des marchés en ce début d'année 2024 ? Évidemment, il faut regarder ce qui s'est passé la semaine dernière au regard de ce qui s'est passé en fin d'année dernière, notamment sur le mois de novembre et le mois de décembre, qui ont été 2 mois de rallye généralisé assez monstrueux, avec l'anticipation d'un scénario à peu près parfait par les investisseurs. Exactement Grégoire. En fait, après 2 années de durcissement monétaire sans comparaison possible avec l'historique récent ou même lointain, on a eu quand même 2 années très fortes de durcissement monétaire, et en fait on est rentré dans une phase d'espoir à partir du début du mois de novembre, à partir du moment où on a commencé à voir poindre finalement un pivot de la Banque centrale américaine, et à partir de ce moment-là, effectivement, une phase d'espoir, celui de voir ce pivot arriver, a amené finalement un redressement spectaculaire des performances, à la fois sur les marchés des taux, sur les marchés actions, et donc toute la question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que sanctionnent un petit peu les marchés aujourd'hui. Alors, dans les variables financières, je vois trois explications possibles. Premièrement, on est en début de période, juste avant les prochaines publications de résultats en termes de capacité bénéficiaire des entreprises. Ouais. On est aujourd'hui sur des niveaux de 11% attendus aux États-Unis, 6-7% sur l'Europe. Est-ce que finalement on risque d'avoir une déception ? Donc c'est ce que les marchés certainement sont en train un petit peu de questionner. Deuxièmement, quand on regarde la prime de risque sur les marchés actions, l'écart de rémunération finalement entre le dividende yield et l'earnings yield, globalement il n'est pas loin de zéro. Ce qui veut dire qu'on est dans une phase où il n'y a pas de place finalement à la déception sur les earnings et sur cette capacité bénéficiaire des entreprises et sur leur marge. Donc le marché prend aussi en compte, intègre finalement ce paramètre-là, prime de risque relativement faible, au moment où on est sur finalement des valorisations. Quand on regarde le PER projeté dans 1 an sur les États-Unis, on est un petit peu au-dessus de 20. Donc il y a peu de marge finalement à l'erreur. Et troisièmement, pour expliquer aussi le fait qu'on a une baisse concomitante des marchés actions et des marchés des taux, quand vous regardez finalement l'effet supply, donc l'appel des marchés de capitaux liés à la dette des pays, des gouvernements, notamment américains, on a globalement un effet supply, donc un appel au marché qui va être en hausse de
40% sur 2024 par rapport à 2023. Et dans ces 40%, on a un appel au marché de la dette sur le gouvernement américain de l'ordre de plus 60%. Donc, ce qui veut quand même dire que on va commencer à voir aussi les effets de cette politique très dispendieuse, ouais, de cette fiscalité quand même relativement généreuse, qui explique aussi la résilience des marchés, des économies. Mais à un moment donné, il faut le payer. Et donc, ça peut aussi expliquer le fait que les marchés s'interrogent aussi sur les taux, à savoir quelle est la capacité d'absorption, de digestion finalement des marchés. Dans une année où on attend de la Réserve fédérale américaine qu'elle baisse ses taux. Alors il y a, comme vous dites, la partie offre-demande qui jouera sur les marchés obligataires et sur les taux souverains. Il y a également ce qu'on attend de la Réserve fédérale américaine. Comment vous comprenez alors, la fonction de réaction de la Fed, ce qui déclencherait les baisses de taux de la part de la Réserve fédérale américaine, et par rapport à ce que le marché anticipe aujourd'hui, oui. Michael, beaucoup a été anticipé. Quel est pour vous le risque principal ? Côté américain notamment, qu'on soit déçu par le nombre et l'ampleur des baisses de taux, ou qu'on en ait peut-être beaucoup plus que ce qu'on anticipe aujourd'hui. Deux histoires macro très différentes. Alors, pour fixer un petit peu les choses, aujourd'hui, la projection médiane de la Federal Reserve pour 2024, c'est une baisse de moins 75 BP sur les taux directeurs américains. Le marché aujourd'hui, il intègre déjà une baisse de l'ordre de 125 points de base, donc presque le double de ce qui est déjà anticipé par les propres gouverneurs de la Federal Reserve qui composent le FOMC. Quand on regarde sur 2024 et 2025, il y a une enveloppe à peu près de 190 à 200 points de base au total de baisse des taux. Le cycle de baisse de taux représenterait 180 points de base. Si on regarde finalement quelle est la capacité de délivrer de la Federal Reserve, ça va bien sûr dépendre finalement de la sévérité de la baisse de l'économie et de la conjoncture. Et pour vous donner deux exemples, à l'extrême, c'est-à-dire si on va vraiment vers une crise économique, une crise financière, dans le passé, la Federal Reserve a eu la possibilité de baisser de 475 points de base en 2001 et de 400 BP en 2008. D'accord. Donc ça, c'est pour fixer les choses. C'est-à-dire que si on s'inscrit pas dans un soft landing ou une mild recession, un ralentissement un peu plus fort, et qu'on va vers une récession, il y a encore de la marge. De l'autre côté, si finalement on n'est que dans un ralentissement de milieu de cycle, le marché sur des niveaux de moins 75 BP, moins 100 BP, c'est peut-être suffisant. Donc tout va dépendre effectivement, à partir de ce dilemme-là, comment va réagir le marché de l'emploi et finalement la santé de l'économie dans une année présidentielle, en plus d'élection présidentielle. D'un point de vue de stratégie d'investissement, il faut avoir une conviction par rapport à ces scénarios alternatifs que vous décrivez, Michael. Si oui, laquelle ? Et comment on gère le fait qu'on ait des probabilités qui coexistent autour du scénario parfait, très consensuel désormais, et dont on sait qu'il se déroulera sans doute pas tout à fait comme prévu, Bien sûr. Michael. Alors déjà, pour répondre à cette dernière question qui est cruciale, il faut de l'agilité. C'est-à-dire que dans une même année, il y a différents scénarios, différents régimes qui peuvent se succéder. Et on passera par des stades peut-être différents, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Donc il faut avoir de toutes les manières une gestion qui soit flexible et qui puisse permettre de pouvoir allouer de manière assez pragmatique en fonction des régimes de marché. Ceci dit, nous on part avec la conviction en 2024 qu'en fait, on est prêt en fait aujourd'hui à mettre de côté certains scénarios. Le scénario du no landing, parce qu'effectivement, après 2 années où ça a tapé sur les marchés, sur la sphère financière, c'est la sphère réelle qui va commencer aussi à devenir un peu plus vulnérable. Donc on ne voit pas une économie qui ne va pas quand même ralentir. Donc on pense qu'on peut mettre de côté le no-landing et on peut aussi mettre de côté la stagflation. Sauf bien sûr événements géopolitiques, mais c'est-à-dire un fort rebond du pétrole avec une stabilité du marché de l'emploi. Enfin, on a du mal à y croire. Donc qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste effectivement un scénario de soft landing ou même de mild recession. Pour nous, on pense que la Federal Reserve a les moyens de pouvoir délivrer même plus que ce qui est aujourd'hui anticipé par le marché. Parce que quand on regarde la règle de Taylor, qui permet en fait de voir en fait quel serait finalement le niveau cible par rapport à l'output gap, donc par rapport au niveau à l'écart à la croissance potentielle. Globalement en fait il peut y avoir encore une centaine de BP, c'est-à-dire on pourrait arriver à facilement 3% sur les taux directeurs si bien sûr l'économie allait dans le sens d'un ralentissement plus marqué. Voilà. Donc notre conviction c'est que la Federal Reserve va quand même pouvoir délivrer au moins ces baisses des taux assurantielles et même aller
plus loin, parce qu'en fait, une chose qui est importante, c'est qu'elle pourra réagir à la normalisation de l'inflation. L'inflation, aujourd'hui, elle va rentrer progressivement dans les targets de ces cibles, c'est-à-dire qu'au deuxième semestre, on va arriver à un petit peu moins de 2% normalement au niveau de l'inflation américaine. Donc, elle a tout à fait la possibilité de délivrer. C'est tout le sens du discours, des derniers discours d'un Jérôme Powell, de dire on sera prêt à recalibrer notre politique monétaire au fur et à mesure qu'on verra l'inflation continuer de baisser tel qu'on le prévoit aujourd'hui. On ne parle pas, dans ce scénario-là en tout cas, de baisse de taux d'urgence face à un événement financier ou face à une rupture macroéconomique qui nécessiterait une intervention d'urgence de la Fed. C'est ça qui est très important, je pense, Grégoire, c'est que quel est le caractère finalement du mode de réaction de la Fed ? Est-ce qu'elle est proactive ou réactive ? Elle a aujourd'hui la possibilité d'être proactive parce qu'en fait, elle est en train de voir la normalisation de l'inflation et finalement de manière assez nette, une vraie décrue. Et ça lui permet vraiment d'être proactive et d'avoir un rôle un peu de risk manager, surtout en début d'année, au moment où en fait on commence à voir dans les services un ralentissement, notamment sur le marché de l'emploi. Est-ce que ça, globalement, en matière de stratégie, ce put de la Fed dans le cadre du soft landing ou dans le cadre d'un scénario de récession un peu plus marqué, est-ce que ça milite pour ne pas sortir du risque, rester malgré tout pro-risque, même avec l'idée qu'on a devant nous un bas de cycle américain dont on ne sait pas trop où il atterrira? Exactement. Alors, pour mémoire, 2023, on était de ceux qui pensaient effectivement qu'on pouvait avoir une récession. À partir du moment où en fait, le FOMC de début novembre s'est mis en place, on a remonté notre appétit pour le risque et depuis ce moment-là, dans cette phase d'espoir, on est resté quand même plutôt bien investi. La vraie question pour nous, c'est y a-t-il un moment où en fait on va trouver une opportunité supplémentaire pour pouvoir rajouter un petit peu plus de risque jusqu'au moment où la Fédérale Réserve commencera à baisser les taux. Il nous semble qu'il y a vraiment cette phase un peu d'état de grâce avant la première baisse des taux, où en fait il faut avoir un appétit pour le risque et avoir des pondérations actions suffisamment importantes pour pouvoir bien accompagner finalement cet engouement pour l'ensemble des classes d'actifs risqués. Donc pour nous, la question du début d'année, c'est à quel moment allons-nous peut-être continuer à reprendre un peu plus de risques, sachant que déjà depuis début novembre, on l'avait fait notamment sur le marché américain et les marchés émergents. Prendre du risque, qu'est-ce que ça veut dire sur les marchés aujourd'hui ? Alors, vis-à-vis des taux, ce qu'on a appelé fut un temps l'actif sans risque, les dernières années nous ont montré qu'il y avait quand même un risque à détenir des taux longs souverains, par exemple, Mickaël. Et puis sur la partie action, sachant que 2023 a été une année de très forte concentration des performances, notamment à travers le groupe des 7 magnifiques. Exact. Si vous n'étiez pas sur les 7 magnifiques en 2023, c'était extrêmement compliqué, voire impossible, de faire le marché, de faire une année. Est-ce que cette logique-là peut quand même, à un moment, changer ? Oui. Alors, non, mais c'est la question que tout le monde se pose. C'est un thème qui a été énormément, finalement, rebattu. Et pour l'instant, finalement, la concentration a continué de se mettre en place. Donc, pour nous, il y a une conviction forte, c'est qu'en fait, on est dans une phase de distribution. C'est-à-dire où il va y avoir une croissance de plus en plus inclusive, notamment de toutes ces sociétés qui étaient un petit peu en retard et qui vont progressivement commencer à finalement être dans un processus de rattrapage parce qu'il y a une résilience de l'économie et parce qu'effectivement, il y a une distribution, même en termes de sentiment de marché. Aujourd'hui, les investisseurs sont en train de chercher des actifs qui ont mal performé en 2023. L'appétit pour le risque va se diffuser. Il va se diffuser parce qu'en fait, dans cette phase un peu d'espoir, où en fait on a devant nous des baisses des taux et surtout une possibilité pour la Fed d'être proactive, eh bien ça donne un peu plus de possibilités aux investisseurs d'aller chercher de la croissance là où elle est disponible et où elle n'est pas trop chère. Donc je vous donne quelques exemples. En Europe, toute la partie petite et moyenne entreprise, les small et mid cap, nous semble intéressante. Il y a une opportunité là-dessus. Pour vous donner une idée, c'est que sur les 20 dernières années, il y a eu une surcote des small versus large de l'ordre de 20%. Aujourd'hui, on est à moins 10%. Donc, si on pense que l'inflation va baisser, va continuer de baisser avec des taux directeurs qui vont aussi baisser, on devrait avoir au moins une poche de rattrapage au niveau des small. Un deuxième exemple, le big data. Le big data, c'est pas forcément de dire on achète les 7 magnifiques. Non, il y a une approche qui est beaucoup plus liée aussi à la valorisation. On fait très attention à ce qu'on achète et là où on veut éviter certains secteurs un petit peu plus chauds. Et donc le big data nous semble intéressant parce qu'il incorpore, il intègre l'intelligence artificielle et puis en fait l'accès à toutes les données et la qualité des données. Donc il nous semble que c'est aussi un thème qui a très bien marché en 2023, notamment chez nous, mais qui devrait continuer à bien
se comporter. Ouais. Ces deux idées. Ouais. La troisième idée, c'est l'émergent. Mais pas forcément parler que de la Chine, parce qu'aujourd'hui, la Chine, ça ne représente plus les 40% ou les 50% d'antan, où finalement, il y avait une concentration très forte de la Chine au sein de acheter l'émergent. Les émergents, c'était acheter la Chine. Acheter l'indice émergent, c'était acheter la Chine avant tout. Exactement. Aujourd'hui, c'est assez différent. 25% la Chine. Donc en fait, on a tendance à avoir un score positif sur l'émergent, mais au niveau global. Et il nous semble effectivement qu'il y a une capacité bénéficiaire de ces entreprises émergentes, avec des taux plus faibles, des taux réels plus faibles, un dollar qui a déjà fait son point haut l'année dernière, fin 2022 plus exactement. Il nous semble qu'on est dans une phase où l'alignement est plutôt positif et vertueux pour avoir une capacité bénéficiaire de ces entreprises émergentes dans différentes zones du globe. Ce qu'on a vu, fin d'année, on a vu sur quelques séances, quelques semaines, les actions émergentes être beaucoup plus toniques et dynamiques que ce qu'on avait pu voir précédemment et par rapport à des actions de marché développées également. Merci beaucoup, Mickaël. Merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur vos convictions de début d'année chez Edmond de Rothschild Asset Management au démarrage donc, de cette année 2024. Mickaël Nizard, responsable de la gestion multi-asset et overlay d'Edram qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Et nous retrouvons donc, comme chaque lundi, notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est avec nous en visioconférence pour ce quart d'heure américain du lundi, qu'on retrouve donc désormais à 13h30, à 17h45 également, ou encore en replay, bien sûr, sur le site bismart.fr. Bonjour et bienvenue, Pierre-Yves. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Back to business, donc avec vous, avec une actualité américaine qui sera chargée tout au long de cette année. Je parle bien sûr de politique, mais avant cela, c'est un petit peu ce qu'on évoquait avec nos invités juste avant, Pierre. L'idée que les marchés, les investisseurs vont se tourner dans les prochains jours vers les entreprises et les résultats d'entreprises, avec une saison toujours particulière, puisqu'on parle là des résultats annuels des grands groupes qui vont être publiés à partir de ce vendredi. Qu'est-ce qu'on attend des entreprises américaines à l'issue de l'année 2023 ? Alors, je vais prendre les statistiques telles qu'elles sont compilées par FactSet et qui nous donnent une idée de ce que l'on anticipe pour 2024 dans le cadre de ce scénario d'atterrissage en douceur. On va essayer d'oublier que dans le mot atterrissage en douceur, il y a le mot atterrissage et il y a le mot douceur. Plus 12% pour 2024. Comme par hasard, ça ne commencerait pas au premier trimestre. Ce serait surtout au quatrième trimestre 2024 qu'on aurait des performances magnifiques, parce que ce que l'on attend, en tout cas pour ce dernier trimestre 2023, dont les résultats tombent à partir en gros de vendredi, c'est une misérable performance d'un peu plus de 1%, 1,3% semble-t-il, pour les profits des entreprises moyens par action pour l'indice S&P 500. Vous vous souvenez que fin septembre, on attendait plus de 8%. Donc on est passé de 8 à plus 1. Et qu'est-ce qui nous dit que la même chose ne va pas se reproduire ? C'est d'autant plus frappant que depuis la fin septembre, les nouvelles sont plutôt bonnes en matière d'inflation. Donc soyons extrêmement prudents dans l'interprétation de ces statistiques globales. Et rappelons ce que notre invité, il y a quelques minutes, signalait en passant, à savoir que que je ne vous dise pas de bêtises, 72% des valeurs du S&P 500 ont moins performé que la moyenne. Ah oui. Donc c'est extrêmement déséquilibré en faveur de ces fameuses Magnificent Seven. Et alors là, je vais faire une parenthèse parce que je ne peux pas résister. Vous savez d'où vient l'expression Magnificent Seven ? Ah non, je veux bien que vous nous le rappeliez, effectivement. Vous avez vu le film Les 7 mercenaires ? Oui. Les 7 mercenaires, en anglais, c'est The Magnificent Seven. Donc c'est un clin d'œil à ce film. Simplement, si on le traduisait, Microsoft, Nvidia et ses consoeurs par les 7 mercenaires, ça ferait un petit peu bizarre. Ce serait moins flatteur, c'est ça, pour ces entreprises, d'être traitées de mercenaires, Pierre-Yves. Voilà, ça ferait un petit peu désordre. Donc, on aurait 12% cette année, ça serait vraiment bien dans le contexte d'un atterrissage en douceur. Alors, ce qui me frappe aussi, c'est pas simplement la forte correction depuis la fin septembre, mais c'est également la manière dont le marché a réagi
à la publication de résultats au cours des 3 dernières semaines par des sociétés dont les calendriers de publication sont en retard par rapport aux autres. Nike, Conagra, FedEx, Walgreens Boots, qui est une société qui n'est pas très connue en France, mais qui est très importante aux États-Unis. C'est la plus grande chaîne de drugstores. Toutes ont beaucoup déçu. Toutes ont révisé à la baisse leurs perspectives pour les prochains mois. Toutes ont tiré le signal d'alarme en disant « Attention, le consommateur américain est fatigué, il est extrêmement sensible aux hausses de prix. » Et toutes ont été sévèrement pénalisées par le marché dans les heures qui ont suivi la publication de leurs résultats. Mais ça ne fait rien, on continue d'être euphorique sur les marchés d'actions, encore que ça se soit un petit peu calmé depuis le début de l'année. Et relativement euphorique aussi sur le marché obligataire. Maintenant que j'ai pris l'habitude d'aller consulter cet outil extraordinaire du Chicago Mercantile Exchange, du CME, qui nous permet de voir en probabilité l'évolution selon les paris pris par les traders des Fed Funds, on voit qu'on est de l'ordre de 60% de probabilité de réduction des Fed Funds début mars, et ensuite on est à plus de 80 et on atteint 100% successivement pour le mois de mai, pour le mois de juin, pour le mois d'août, pour le mois de septembre. Ce qui suppose non pas un atterrissage en douceur, mais une récession. Donc, en gros, on a un marché obligataire qui se prépare à une récession mais ne veut pas le dire, et un marché d'actions qui est persuadé qu'on aura un atterrissage en douceur, ce qui est censé vouloir dire pas beaucoup de hausse de chômage, et une baisse de l'inflation tout à fait rassurante et une poursuite de la croissance. Bon. Je me demande si ces deux scénarios sont compatibles. Ah oui, je ne sais pas. Non, mais... Ce qui nous amène en tout cas à nous poser la question de la valorisation. Et là encore, notre invité un peu plus tôt l'a bien dit, on est autour de 19 en ratio prix-bénéfice anticipé. C'est un peu plus que la moyenne des dernières années, qui est quand même faussée par une pratique de taux d'intérêt quasi nul par les banques centrales, ne l'oublions pas. Donc moi, il me semble que nous sommes, en dépit de la petite correction qui a commencé depuis le début de l'année, on est encore dans une situation où on anticipe le meilleur et on croise les doigts. Ça, c'est sûr que le marché a sans doute anticipé beaucoup de très bonnes choses pour la suite. On est peut-être pricé pour la perfection, comme on dit. Et partant de là, effectivement, il y a peut-être manière à se faire un petit peu peur, ou en tout cas à réévaluer peut-être la trajectoire des choses par rapport à ce que le marché anticipait encore en fin d'année dernière. Pierre-Yves, ouvrons peut-être le dossier politique avec la perspective des premières primaires républicaines. La première se tient la semaine prochaine dans l'Iowa. Et donc, les affaires sérieuses vont commencer pour les candidats républicains à l'élection présidentielle américaine. Quel est l'état des forces en présence à ce stade, Pierre-Yves ? C'est assez catastrophique, mais n'accordons probablement pas trop d'importance à ce caucus de l'Iowa. Ce ne sont même pas des primaires. Les gens se mettent dans le coin d'une grange pour exprimer leurs intentions de vote. Il n'y a même pas de bulletin mis dans des urnes. Vous vous souvenez qui avait gagné les primaires de l'Iowa, les primaires républicaines ? Non, là, il faut que vous me rafraîchissiez la mémoire. C'était Ted Cruz, c'était pas Donald Trump. Et avant lui, c'était Rick Santorum. Vous avez oublié qui était Rick Santorum. Moi, jusqu'à ce que je le vérifie hier soir, j'avais oublié aussi. Donald Trump va gagner probablement très largement, si l'on en croit les sondages, dans ce caucus de l'Iowa. La question, c'est qui sera numéro 2 Nikki Haley, qui a maintenant le soutien de pas mal de gens importants à Wall Street, qui ont compris que Donald Trump était psychologiquement quand même un petit peu déstabilisé. Nikki Haley a bien progressé, dispose de beaucoup d'argent. Charlie Koch et tout son réseau de conservateurs libéraux lui ont apporté beaucoup d'argent au cours des dernières semaines. Nikki Haley est en train de remonter, mais va-t-elle remonter suffisamment pour battre en position de numéro 2 Ron DeSantis ? Ce que l'on dit, c'est que si Ron DeSantis est numéro 3 le soir du caucus de l'Iowa, sa campagne est probablement terminée.
Il faut absolument que DeSantis tienne une bonne place de numéro 2. Ensuite, on passe le 23 janvier dans le New Hampshire. Là, Nikki Haley est numéro 2 et elle voudrait profiter de cette dynamique pour se rapprocher de Donald Trump, dont l'inévitabilité est de plus en plus frappante, pour ne pas dire choquante, dans la mesure où on sait que, objectivement, la seule chance de réélection de Joe Biden, c'est qu'il ait en face de lui Donald Trump. Pour autant, les sondages donnent Donald Trump comme celui qui remportera l'investiture républicaine. Il est frappant, j'écoute tout ce que mes collègues racontent quand ils se rendent dans les meetings de campagne, et il y en a eu beaucoup, ces immenses meetings que seul Donald Trump est capable d'organiser avec des milliers de personnes. Les gens qui viennent écouter Donald Trump et l'applaudir sont des gens qui n'ont l'intention de voter que pour une seule personne, c'est Donald Trump. Ils n'ont même pas pris en considération les autres candidats. Ce ne sont même pas vraiment des républicains, ce sont des Trumpistes. Et ils voteront toujours pour Donald Trump, même s'il est en prison, même si la Cour suprême le déclarait inéligible. On a arrêté de compter le nombre de procédures judiciaires, pénales, civiles qui sont engagées contre Donald Trump, parce que plus il y en a et plus il grimpe dans les sondages. Il bénéficie du soutien indéfectible de gens qui sont plus que républicains, qui n'auraient jamais voté, et jamais voté républicain, mais qui n'auraient jamais voté si Donald Trump n'était pas là. C'est le grand défi qui se présente à ceux qui veulent empêcher Donald Trump de remporter l'investiture. Et Ron DeSantis ou Nikki Haley, peut-être. L'objectif de Trump est bien sûr de tout boucler d'ici Super Tuesday. Super Tuesday, c'est début mars, je ne le vous 5 dis pas de bêtises, le 5 mars. 5 mars, hein, ouais, le ça. 5 mars, on a de très grands États comme le Texas, la Californie, la Virginie. Et si Donald Trump a largement gagné dans ces États-là, les choses seront extrêmement éclaircies pour Donald Trump, qui aura un boulevard devant lui. Trump et les Trumpistes, je crois que Donald Trump a commencé son discours du week-end ainsi, en affirmant devant la foule en folie qu'il allait gagner pour une 3e fois l'élection présidentielle américaine. À suivre, évidemment, pendant encore plusieurs semaines et plusieurs mois, grâce à vous, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour le quart d'heure américain que vous retrouvez dans Smart Bourse, en direct entre 13h30 et 14h, le soir à 17h45 et en replay, évidemment, sur bismart.fr.